Produit avec le soutien de la MDJS. Salut les amis, nouveau podcast icône de Radio Maalif avec un duo désormais constitué, un duo d'attaque. Widadi d'ailleurs, les deux, je pense. Amin Rahmouni, je le sais, ça va? Très bien, et toi-même? Del Salaqi, coming out. Très bien, Widadi. D'accord, très bien, marhaba bikoum. Widadi, nous sommes très contents de vous retrouver. Vous avez fait une grosse performance avec un podcast qui a sorti il y a quelques semaines sur l'Arbi Batma et Dolmi. Enfin, tu as fait une grosse performance sur un podcast consacré à l'Arbi Batma. Et on a parlé également de Dolmi dans ce podcast. Tu es revenu pour nous parler de qui aujourd'hui? Je suis revenu, on reste dans une équipe qui gagne. Hein. Exactement, avec sans note, s'il vous plaît. Après l'Arbi Batma. Tout dans la tête. Oui, Contrairement à Amin Rahmouni qui est plus studieux. Studieux. Ah non, mais voilà, donc après l'Arbi Batma, Boujmir. Évidemment. Allons-y. Après Batma, Boujmir. Et d'ailleurs, on a fait un podcast sur Houssine Slaoui. Et on a parlé des trentenaires, ceux qui les comètes, je sais pas comment, les étoiles filantes. Encore un trentenaire qui est né en 44 et qui est mort en 74, 30 ans, pile poil. Ouais, c'est un peu l'équivalent du groupe des 27, ouais, du groupe des 27 avec Amy Winehouse et compagnie. Kurt Cobain. Hendrix. Et tous les grands. Encore un, c'est Boujmir. Boujmir, j'aime beaucoup ce monsieur parce que en quelques années, on l'a connu. Il a laissé une empreinte, je dirais, impressionnante, mais pas indélébile, impressionnante. Non, indélébile. Oui, mais elle impressionne parce que quand on voit le parcours du bonhomme, c'est encore un de Hay Mohammadi, pour ne pas changer. C'est quelqu'un qui a joué au football, qui a travaillé, c'est des origines. Alors c'est toute une histoire, il vient du Sahara, de la vallée de Dra, il est à Taroudant. Les gens qui connaissent Taroudant pensent que Taroudant c'est amazir, berbère, et pourtant ce sont des gens qui parlent un arabe incroyable, les plus grands poètes viennent de là. Donc là, alors là, oui. Excuse-moi, je vais t'interrompre, mais on a fait suffisamment de podcasts histoire pour savoir que c'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Voilà, non, mais pour le parcours du bonhomme, on va comprendre des choses. C'est-à-dire qu'il vient de la vallée de Dra. De la vallée de Dra, ce sont des poètes nés parce que ce sont des nomades et des gens qui parlent de ce qu'ils vivent et ce sont vraiment des grands poètes. Puis Taroudant, puis Casablanca. Hay Mohammadi, le fief. HM. Voilà, le fief. Et donc Boujmir, il a toujours aimé l'art. Il a toujours les gens qui l'ont côtoyé, c'est-à-dire très jeune, mais il était sportif aussi. L'idée est venue bien plus tard de monter une troupe de théâtre en parallèle qui joue au football. Il a monté une troupe de théâtre. Alors je crois que la petite erreur qu'il a fait, c'est Maha Rouad. Donc ça n'a pas du tout marché avec le bonhomme et il a changé très très vite. Il a rencontré Omar Syed, l'Arabie. Et ils sont partis dans le trip de Taïb Sderé, de la pièce de théâtre. Et c'est comme ça que je pense que tous les Marocains ont connu ce bonhomme qui avait l'air toujours souriant. C'est très bizarre. Quand on voit une photo de Boujmir, il a le sourire figé. Et la bonhomie. Ouais, il a l'air lumineux, ce monsieur. Lumineux, heureux. Et il faut le voir dans la pièce de L'Herraz qui restera mythique, cette pièce de théâtre. J'espère que les archives de la SNRT, de la RTM ont gardé trace de cette pièce parce qu'il a joué des choses exceptionnelles, notamment Hakkamama. C'est un poème qu'il a chanté, c'est tout le travail de l'équipe de Taïb Sderé. Parce qu'on parle de Hakkamama qui a été repris récemment. Il y a quelques années, oui. Oui, mais franchement, je reste sur... non, mais c'est la même chanson. C'est le même poème qui a été repris récemment. C'est le même poème. Ouais. Mais lui, comment il le chante avec la gestuelle... Désolé, là, mais j'ai oublié le nom du chanteur qui l'a repris. Mais c'est... Faisal Azizi. Ah oui, voilà, qui a été repris par Faisal Azizi, c'est ça. Donc c'est la même chanson. C'est la même chanson. D'accord. C'est la même chanson. Et il l'a joué. Franchement, il a donné vraiment... Quand on voit chanter, on a l'impression que c'est lui qui a écrit les paroles, tellement il le jouait super bien. Et donc Boujmir, pourquoi moi j'en parle? Parce que, encore une fois, ce sont des gens qui nous ont donné envie d'aller voir la culture, de se cultiver, de se dire qu'il y a une culture marocaine, qu'il y a quelque chose de chez nous qu'on peut vraiment apprécier et adorer. Donc, Nasr Ewan, bien sûr, c'est Boujmir et surtout la chanson Sinia, le Mouel Diallo, il restera vraiment... Avec la montée dans les aigus. Voilà.
Non, mais je n'oserais pas. Ouais, j'ai 3 octaves qui me manquent, mais bon. Je n'oserais pas. Alors, petit détail intéressant pour les gens qui nous écoutent. Masrahat El-Harraz est disponible sur YouTube en intégralité. Voilà. Ah bah c'est génial. Il suffit de la chercher. C'est génial. Il faut l'écrire en arabe, s'il vous plaît. Vous allez tomber dessus On va la direct. trouver. On va la trouver directement. Bah écoute, voilà, ce soir, je sais ce que je vais faire. Ça va être un plaisir. Boujmé, à part la chanson, la poésie, la pièce de théâtre, c'est quelqu'un qui a toujours aimé d'où il venait. Il aimait le Maroc, il aimait la tradition, il aimait... Excuse-moi, on revient sur ce fameux mouel de Senia où il monte dans les aigus avec une voix un peu comme ça, Jouja, comment on peut dire, étranglée, voilà, avec une voix étranglée. On sent effectivement, comme tu dis, Sahara, mais on sent aussi toute la musique aroubia, c'est-à-dire l'Aïta. Il y a quelque chose de très très puissant dans son ton. Moi, je crois que Nasriwan, et je défie quiconque de dire que Nasriwan est Casablancais ou Rbati, ou il est tout. Quand vous l'entendez, quand vous entendez Nasriwan et Sinia, elle a fait l'unanimité. Bah là, tu es en train de toucher une météorite, c'est que je pense que Casablanca ressemble beaucoup au Maroc parce que tout le monde est venu. Exactement. Voilà, donc il y a à la fois une culture de Hay Mohammadi qui est née à Hay Mohammadi, mais en même temps il y a la culture de toutes les populations dont sont venus les gens qui ont habité à Hay Mohammadi et dans les autres quartiers. Mais je crois que c'est ça la force. C'est pour ça que Casablanca elle a une identité et en même temps elle a toutes les identités. Toutes les identités. Et Nasriwan, ils ont vraiment mis ça en exergue. Ils ont montré que c'est une chanson marocaine. Moi, quand on me demande la chanson marocaine, fatalement je pense à Nasriwan. Fatalement, je pense à Nasriwan parce que, comme tu as dit, qu'il y a l'Aïta, qu'il y a les qu'il a fait, et surtout le temps qu'il sort. Le temps est exceptionnel de non, Boujmé. ça vient. Il y a des sons comme ça. Hein, il y a la voix de Boujmé. Bon, on a parlé de l'Arbi Batma. On peut rajouter beaucoup de gens, hein, Louis Cha et compagnie. C'est un peu l'ADN, notre ADN musical. C'est-à-dire, voilà, on a tout ça dans un coin de notre tête. Oui. Et quand on l'entend, c'est l'autoroute vers Tboulicha, en fait. C'est exactement mécanique, ça. C'est mécanique. C'est mécanique. Ouais. Mais ce qui est génial avec Boujmé, alors ça, ce sont des gens qui sont touchés par la grâce, parce que quelqu'un qui n'a pas fait d'école scénique, et c'est quelqu'un qui était un monstre sur scène, sans trop bouger, il a choisi les habits. Le stylisme de Nasriwan, il les a choisis, c'est-à-dire c'était pas venu comme ça par hasard, on va faire ça. C'est lui qui les habillait. Qui a décidé que rien, d'ailleurs quand on regarde, il y a les habits de Nasriwan. Ensuite, il a choisi les instruments. Il joue avec Dadoua. Dadoua, c'est un instrument vraiment marocain. Vraiment, Dadoua, c'est quelque chose qu'on n'a pas... D'ailleurs, on n'entend plus parler de Dadoua. C'est quoi Dadoua? Dadoua, d'ailleurs, lui, si tu regardes les photos de Boujmé, sincèrement, je pense qu'il le faisait exprès. Il l'a toujours à la main. C'est une espèce de... Je sais pas comment dire. Entre Derbouka et Tareja, mais c'est marocain. Ouais, plus gros. C'est plus gros, voilà. Ouais, c'est la maxi Tareja. Voilà, d'ailleurs, quand on veut parler de quelqu'un qui est un peu costaud, qui est un peu fort, qui est un peu, on le traite de Dadoua. Effectivement, c'est dans notre imaginaire collectif, c'est une insulte gentillette, c'est pas très grossier. Ouais. Et voilà, quand on veut lui montrer à quel point on le trouve imposant, ouais. Voilà, on le traite de Dadoua, on dit Mdada, effectivement. Dadoua, voilà. Et il a joué surtout vraiment tout marocain, mais sans le dire. C'est ça ce qui était génial. C'est-à-dire que aussi bien le stylisme, aussi bien les instruments, le chant, le positionnement sur scène, vraiment, il a créé pour moi. C'est vrai parce que quand on regarde un peu l'évolution du groupe, il y a une grande différence entre la première période, donc la période Boujmé, et comme il est mort très jeune, il y a une deuxième période où effectivement on perd ce que tu dis, on perd le look, on perd beaucoup de choses. Voilà, il y a une deuxième Nasriwan qui sont aussi très bons. Moi, j'adore ce qu'ils ont fait après, bien entendu, mais ce qu'il a imposé en si peu de temps, parce que finalement Nasriwan, c'était les années 68-69. Il est mort en 74. Ouais. Il est mort de quoi, Boujmé? Alors là, il est mort de la mort. Il est mort. Non mais c'est vrai, ça arrive chez nous. Hein. Ça arrive de moi. D'ailleurs, la principale cause, c'est qu'il était vivant. C'est pour ça qu'il est mort. Et pourtant, il est resté bien plus vivant bien après sa mort, on va dire. Et c'est comme ça que Boujmé, pour moi, il restera vraiment une icône parmi les plus grandes icônes du pays. Il y a quelque chose, quand un musicien disparaît jeune, il se fiche dans la mémoire collective. En fait, son aura se multiplie par son destin tragique. Voilà ce que je veux dire.
On le voit même dans les sportifs, quand Ayrton Senna disparaît, enfin, le côté dramatique, le côté un peu... Mais bon, ça n'occulte pas quand même un talent certain. Non, bien sûr, il y en a plein qui sont morts jeunes, mais qui n'ont rien produit de conséquent de leur vivant, effectivement. Ça ne peut pas suffire. Effectivement. Ça ne peut pas suffire à entrer dans la postérité. Mais comme tu dis, effectivement, ça démultiplie, en fait, son aura dans ça la postérité. Ça fiche son œuvre, déjà, tu vois, c'est fini, il a terminé, il a dit ce qu'il avait à dire, il est parti très jeune, et donc d'un seul coup, le mythe s'installe. Et ce qui est fou, c'est que le groupe a continué, bien sûr, parce qu'en 74, il y a eu des années et des années après lui. Mais lui n'a jamais été oublié. Non, jamais été oublié. Ça, c'était incroyable. Et ce qui est génial, c'est que Nasri One ne l'ont pas remplacé. Ils étaient 5, ils sont devenus 4. Ils sont restés 4. C'est-à-dire que la place de Boujmir était toujours là, quelque part. Ils ont même chanté des morceaux, ils faisaient référence. Mais justement, lui. Des références à disparition. Mais c'est ça ce qui est incroyable. C'est ça. Là, on voit vraiment que la personne est une grande star. C'est-à-dire que les dernières chansons qu'il a travaillées, c'est Gher Khodouni. Gher Khodouni, Lillah, Gher Khodouni. C'est incroyable. Son dernier chant, c'est Gher Khodouni. C'est-à-dire que j'ai fini. Pour moi, quand tu l'entends chanter cette chanson, on l'entend parce qu'elle n'a pas été filmée, on l'entend en cassette, il dit Gher Khodouni, Lillah, Gher Khodouni. Après, on dit qu'il a écrit le deuxième couplet, d'autres disent que non, c'est Batma qui l'a écrit, où il dit Khiyimat al-barh, al-yom jat khbaro. Donc ça reste un mystère. Est-ce que c'est lui qui l'a écrit ou c'est Nasri One qui en suivi? Mais en tout cas, lui, Gher Khodouni vient de lui. Et c'était une de ses dernières chansons, dernière apparition, où il a chanté cette chanson. Il y a un autre morceau, c'est pas très clair dans ma tête, où c'est l'Arabie qui chante Boujmir Maïmouch. Oui, c'est parce que cette chanson est sortie juste après. Normalement, il dit Khoya Maïmout, Ana Maïmout, et ils ont bien sûr inclus Boujmir Maïmout. Et c'est comme ça, pour moi, le mythe a commencé, c'est-à-dire quand on voyait Nasri One à 4, au fait, ils étaient 5. Même si on les voyait à la télévision, on pensait à Boujmir. Et ils ont été très intelligents de ne le pas voir, parce que le pauvre bonhomme, c'est moi qui aurait remplacé Boujmir, il aurait été mal. C'est-à-dire, ils ont décidé qu'il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de remplaçant, ce sera Boujmir. Et quand ils chantaient Gher Khodouni, Lillah, Gher Khodouni, c'est vrai qu'on pense fatalement à Boujmir. C'est incroyable ce qu'il disait, c'est incroyable. Quand on relit 30, 40 ans après ce qu'il a écrit, mais c'est dingue dans cette chanson. Non, mais ce qui est extraordinaire aussi dans la poésie de Riwan, c'est que très souvent, il y a plusieurs lectures possibles. Oui, bien sûr. Je pense que c'est cette écriture protéiforme, on va dire, ou du moins les différents points d'entrée, viennent du fait de la complexité de l'écriture aussi. C'est pas des choses écrites tellement simples. Quand tu dis juste Gher Khodouni, ça peut être effectivement la mort qui t'emporte, ça peut être les autorités qui t'embarquent, ça peut être... c'est des mots simples. Hein. Lillah, Gher Khodouni, s'il vous plaît. Ou là, ça peut... Voilà, Lillah, c'est encore plus... Ça veut dire, s'il vous plaît, prenez-moi. Ça fait. Moi, prenez-moi, oui, effectivement. Mais pour moi, c'est Lillah, Gher Khodouni. C'est pas la peine que je continue et que je fasse quelque chose de mauvais par rapport à ce que j'ai créé. C'est-à-dire que c'est bon, j'ai tout donné. Non, mais la question que je voulais poser, c'est en fait pourquoi est-ce que dans notre imaginaire, notamment parmi les plus jeunes, quand on parle de Nasri One, c'est toujours le nom de Batma qui surgit spontanément, on dirait une sorte de top of mind aujourd'hui, et pas celui de Boujmir quand on voit l'importance qu'il a eu dans ce groupe-là par rapport à tout ce que tu en dis. Parce que Batma, je pense que Batma a été l'homme fort de cette troupe. D'ailleurs, dans le Hirraz, il avait un super rôle. Il en jouait super. Mais il y avait... Au fait, Batma, c'était, l'idole. Mais la sympathie allait vers Boujmir. Parce qu'il était toujours souriant. Il avait cette tête-là, on a l'impression qu'il veut faire la fête à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Il est toujours heureux d'être sur scène. Et c'est après la mort de Boujmir, Batma a pris toute la force qui lui revient d'ailleurs. Et il se plaçait au centre, Batma. Et d'ailleurs, quand vous regardez la troupe, il y avait Omar Sid, le gentil, c'est quelqu'un de très gentil, même dans sa chanson, il est très gentil. Allal, l'effacé. Paco ou la Tahira, c'était des gars qui faisaient la basse, comme tous les bassistes. Ils étaient plus, ils gardaient le rythme, ils bossaient, eux, ils n'étaient pas dans le... Alors que Boujmir, il s'amusait. On sentait qu'il s'amusait. Alors que le Arabi Batma, il passait des messages, il était militant, entre guillemets. D'ailleurs, pour revenir à une chanson qu'on dit Gher Khodouni, Gulti, Fin Radibi ya Khouya. Ouais, ça, j'ai une anecdote là-dessus. Voilà, et il y a une autre qui, pour moi, jusqu'à présent, j'aimerais bien que des grands penseurs du Maroc, des gens qui nous expliquent ce qu'il voulait dire Nasri One. Wash hna houma hna. C'est incroyable cette question. Wash hna. On a tous compris. Wash hna houma hna.
Ou la Mouhal. Mais cette chanson, quand je l'écoute. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oh maybe. Là, mais sérieusement, c'est philosophique. Je veux pas dire des choses. Non, mais c'est ça, on s'est perdu. Ou la Mouhal. On s'est perdu. Ouais, on s'est perdu. perdu. Mais sur très souvent dans les groupes, c'est des alchimies et c'est des personnalités complémentaires et chacun s'identifie à une ou l'autre personne sans qu'il y ait de si on prend l'anecdote, on a beaucoup, par exemple, comparé les Beatles aux Stones, c'est la fameuse phrase de Scorsese, je sais même pas si elle est vraie, mais elle est répétée partout, comme quoi Nestri Wayne, c'est les Stones du Maghreb. Il y a des gens qui vont adorer le côté frontman, showman, plaisir et entertainer de Mick Jagger, mais il y a énormément de gens qui vont aller vers la personnalité plus sombre, plus tourmentée de Keith Richards, un peu le prince noir de l'architecture rock, le classicisme, l'esthète un peu, c'est l'esthète même visuellement de ce qu'est le look rock, et tu vas avoir ça dans beaucoup de groupes, hein, cette alchimie qui fait tout. Tu vois, Albi plutôt un peu une personnalité intense, un peu politique, voilà, revendicative, voilà. Et l'autre qui est là, qui voilà, exactement. pour moi, on peut le voir comme ça aussi. Hein. L'Arbi Batma, c'est l'avant-centre. Il a, mais Boujmé, c'est comme tu dis, c'est vraiment la bonne créateur. Et non, mais surtout quand tu le vois, tu dis mais. La vie est belle. C'est dans le mai. C'est la vie est belle. Pour faire plaisir à Reda, Lali, c'est dans le mai. Boujmé, c'est dans le mai. Non, je le vois plus, Boujmé, je vais te dire, moi je le vois plus comme un Timoumi. Voilà. Un type qui éclaire un peu le jeu, tu vois. Ouais, mais Timoumi, c'était par à coup. Timoumi, c'était beaucoup plus régulier. Bon. Par contre, j'aimerais juste précision, non, c'est pas une précision, mais donner une information supplémentaire pour ceux qui seraient fascinés par le parcours de tous ces gens-là. Il y a un documentaire magnifique qui a été produit par Isa Jnini et réalisé par Ahmed El-Mamnouni, qui a été remasterisé par la suite, je crois, grâce à Martin Scorsese, qui s'appelle Trans. C'est un documentaire qu'on peut trouver. C'est Trans. Donc c'est un documentaire qu'on peut trouver partout. Les images sont, tout est incroyable. Le récit, le storytelling, tout est. Et moi j'ai eu la chance de voir ce documentaire dans sa version brute. Et je peux vous dire, voilà, si vous avez un petit moment, comme tu dis si bien, vu que tu vas aller sur YouTube voir ce qu'il y a à voir, profitez-en pour aller faire un petit tour vers ce documentaire. Il est exceptionnel. Moi, mais pour finir, moi le Hal, j'étais très jeune. Mes frères, on est partis le voir au cinéma. Il y avait incroyable, il y avait 2 ou 3 ou 4 fourgons de police. C'était le stade, c'est le derby. Vraiment le derby, c'est-à-dire que il y avait du monde partout dans le centre-ville. C'était impossible d'arriver à la salle. Et il fallait attendre des jours et des jours. C'est-à-dire tu peux acheter ton billet, mais revenir tous les jours avec ton billet pour pouvoir rentrer. C'était incroyable. D'abord, malheureusement, les gens allaient au cinéma. Et 2, un film musical, c'était la première fois qu'on le voyait, c'était le Hal. Et il est sur YouTube, lui aussi, en intégralité. 1 minute, 1h20. Bah, c'est ce que je vais vous dire. Allez-y, les amis, cherchez-le en arabe, en français. Il est incroyable, ce film. Toujours, on va écouter ce fameux Moueld. Oui. Exactement, pour terminer. Le Moueld Boulichesque. وعقله جاي غرام والعنبر إذا يجيب الدم والنعناع والشباب يا الصيرية يا ندمتي ويا ندمتي وما لك تحزين ما بين الكيسان تاينين زاد قواعني الحزان ما الكاسي باكي وحدو ما الكاسي ناضو بحدو ما الكاسي يا وحدو هذا نقدو غاب سعدو يا الصين. Et on va se retrouver pour la deuxième partie avec notre ami Amin Rahmouni. Amin Rahmouni, tu es venu pour nous parler de qui, s'il te plaît? Je suis venu pour vous parler d'une femme faite de grâce et d'agilité, une femme avant-gardiste à mon sens, une femme qui a été 2 fois championne du monde dans sa catégorie au Maroc, à savoir le 400 mètres et en athlétisme, une femme qui pour moi est une véritable icône, c'est Nzha Bidouane.
Écoute, après cette introduction glorieuse, On peut s'arrêter. on peut s'arrêter. C'est vrai qu'on est à peu près convaincus. Oui, là, je pense que. Mais bon, comme tu es venu de loin, J'ai emprunté. on va demander quand même de alors, développer si possible. Exactement. Pas si loin que ça, mais j'ai emprunté le terme de grâce à mon ami Idriss, qui vient d'en parler il n'y a même pas 5 minutes en évoquant Boujmeh. Et je voudrais quand même faire une petite digression pour dire qu'on n'a pas validé le statut d'icône de Boujmeh, même si il aurait fallu le faire. C'est ce que je me suis posé comme question. Je me suis dit peut-être qu'il y a eu quelque chose Il y a un problème administratif. Effectivement. Voilà, je me suis dit. Il manquait de papier dans ton dossier. Voilà, Non, mais, mais il faut le ramener demain, par contre. je reviendrai avec plaisir pour parler de Boujmeh. Je pense que. Non, tu nous rajouteras un nouveau personnage, parce que tu le fais bien. Hein, tu nous fais vivre ça, bravo. Hein. Merci, mais je crois que le sujet est facile avec Boujmeh, à mon avis. Non, c'est vrai. passionnant. Alors, Donc, Zabidouane, 400 mètres et double champion du monde. Double champion du monde, effectivement, en 97 et en 2001 à Edmonton, mais tout aussi extraordinaire parce que cette dame-là, qui est donc née à la fin des années 60, très précisément 69 à Rabat, au quartier populaire de Yaqub Mansour, était destinée à tout sauf à faire de l'athlétisme. En fait, cette grâce, cette agilité, cette souplesse qu'on lui prêtait à l'époque l'a conduit tout naturellement vers un tout autre sport qui est la gymnastique. Et en fait, c'est au fil des années, comme les gens de sa classe notamment et de son lycée lui prêtent des qualités particulières pour l'athlétisme, c'est à partir de là qu'ils vont l'embarquer un jour au complexe Moulay sportif Moulay Abdallah, à Rabat, donc pour suivre des tests pour intégrer donc un institut. Et c'est comme ça en fait qu'elle est repérée par des entraîneurs qui lui signent une licence d'athlète à l'Olympique marocain, qui est un club mythique. Oui, l'OM. Effectivement, l'OM. Et qu'elle ne va jamais quitter en fait, qu'elle ne reniera Juste à jamais. côté du stade du FUS à l'époque, le premier, enfin l'ancien stade du FUS, hein, pas le nouveau. Hein. Donc voilà, elle est à l'OM et donc à l'époque elle est encore jeune, elle a 17-18 ans. Elle remporte quasiment toutes les compétitions nationales auxquelles elle participe et elle est repérée très vite en 91, donc à 17 ans, par l'Institut national d'athlétisme qui est alors dirigé par le grand Lahsen Aqqa, qu'on connaît tous, qui était à la fois directeur général mais aussi directeur technique de la fédération. Donc quand elle intègre l'Institut national, elle va être confiée à un entraîneur qui s'appelle Sindawi Mohamed. Et c'est avec lui en fait qu'elle va, on va dire, attaquer ses premiers pas en athlétisme de manière plus ou moins professionnelle, on va dire. À l'époque, voilà, c'est avec le club l'Olympique marocain, c'était relativement amateur. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus national, de beaucoup plus global. Et donc, elle va entamer ainsi une carrière professionnelle. Et après donc les premiers titres en junior et les premiers records nationaux et arabes, parce qu'à l'époque on parle déjà de records, sur recommandation de son mari, elle va rejoindre donc Aïs Daouda. C'est lui qui va personnellement s'en occuper. Mais il va se passer un truc un peu bizarre, c'est que même si elle va faire l'essentiel de sa carrière, ça se passe pas si bien que ça au début. Parce que sur les recommandations d'un monsieur qui s'appelle Abdelrahman El-Moudkouri, elle va quitter Daouda en 93 pour aller courir sous la houlette de, à l'époque, la papesse, on va dire, du 400 mètres, qui est donc Nawal Moutiokil. Évidemment. Voilà. Sauf que logique. Oui, logique, mais enfin, logique, oui, on parle quand même logique, d'un athlète. Un athlète n'est pas forcément un bon formateur. Et comme certains le subodorent à l'époque, l'idylle entre Nawal Moutiokil et Nissa Bidouane va durer que quelques mois avant que la première revienne donc rapidement chez Aïs Daouda, avec qui elle va entamer sa carrière. Pourquoi j'en profite pour parler de Nawal Moutiokil? Parce qu'aujourd'hui, dans notre imaginaire, on va dire que en athlétisme féminin, les deux noms qui ressentent en premier, ce sont ces deux-là. Bah oui. L'aîné pour 84 et par la suite, si nous Bidouane, certes, effectivement, par la suite, on aura du Zahra Ouaziz, on aura des athlètes. Hassan Ben Hassi et compagnie. Mais par la suite, mais aujourd'hui, les deux têtes de gondole, bien on sûr, va dire. Bah, c'est les deux. C'est les deux champions du monde. Voilà, exactement. Ouais, ou médaille olympique. Ouais. Médaille olympique pour l'un et double champion du monde pour l'autre. Donc, mais on va dire que ce qui différencie, c'est que, de l'avis de beaucoup, Bidouane était quand même avant-gardiste, bien plus avant-gardiste que Nawal. Déjà parce qu'elle court une discipline, le 400 mètres, et qu'on connaissait très peu, qu'on pratiquait très peu au Maroc, à un très haut niveau. Côté vestimentaire aussi, contrairement à Nawal, c'était des tenues très près du corps, coupe de cheveux, coupe courte. Donc c'était véritablement... Elle avait la classe, Nissa Bidouane. C'est pas pour les opposer. Hein, non, on les oppose pas. Mais même dans ces sorties, Nawal Moutiokil, je sais même pas pourquoi on les compare. C'est pas une comparaison, mais Nawal Moutiokil a fait une grande carrière dans la gestion du sport ensuite, au niveau des comités, etc. Mais Nissa Bidouane, elle soignait toutes ses sorties. Avant les réseaux sociaux, etc., quand on la voyait, c'était une princesse, quoi. Enfin, quand on la voyait sortir après les courses, avant les courses, on était dans la star, quoi. Oui, mais c'était quand même, c'était son époque.
faut pas oublier que Nawal Moutaoukil, c'est 1984. 1984, franchement, je veux dire, que ce soit au niveau tenue vestimentaire, ou c'était plus des guerrières. Il n'y avait pas encore, je pense que le sponsoring, le tout ça n'était pas rentré encore en jeu. Les images, il y en avait. 2001, c'est quand même beaucoup de chaînes de télévision. Oui, mais 2001, c'est la fin de la carrière. C'est le dernier titre de Bédouane. Mais Bédouane débarque en 91. Le premier titre, d'ailleurs, qu'elle remporte, c'est les Jeux méditerranéens de 91 à Athènes. C'est-à-dire qu'il n'y a que 7 ans de différence. On a l'impression qu'il y a un monde entre elles, mais en fait, il y a ces 7 ans. 84, 87. Oui, mais parce que tu compares 84. Oui, mais bon, l'apogée de Nza Bédouane, il est un peu plus tard. Hein. Voilà, il est 97. Voilà, Il est 97, il est 13 ans. Voilà. Mais bon, disons que dès 91, déjà, elle commence à briller. Où elle décroche quand même pas mal de titres au niveau méditerranéen, arabe et africain. Avant de véritablement exploser pour son premier titre à Athènes en 97, où elle rafle cette Coupe du Monde et on commence véritablement à parler d'elle. Comme tu dis si bien, à la fois pour ses performances, donc méditerranéen, arabe, africain, mais maintenant au niveau mondial, mais aussi pour sa personnalité. Et c'est une personnalité particulière parce que bon, là on le verra à la fin, c'est une femme qui, pendant sa carrière, on va dire d'athlète, elle préparait déjà sa reconversion, un petit peu dans l'athlétisme, mais beaucoup dans l'humanitaire. Donc, quand elle remporte en fait son premier championnat du monde en 97, la carrière est lancée. Il faut savoir aussi que ce qui est intéressant en 97, c'est quand on la rencontre et qu'on lui en parle. Normalement, pour toute athlète, c'est toujours le premier titre qui est le plus symbolique et le plus parlant, et celui dont on se rappelle le plus, le premier grand titre. Elle, non, elle c'est effectivement 97, mais pas Athènes. Elle c'est Rome. Elle c'est Rome, pourquoi ? Parce que elle n'avait pas encore fait 97, elle n'était pas encore champion du monde, mais quelques semaines avant ses championnats du monde, elle a gagné une course. Dans un meeting. Effectivement, à Rome, devant Dion Hemix et Kim Batten, donc qui étaient respectivement champions du monde et championnes olympiques. Et pour elle, le fait d'avoir battu ces deux femmes-là dans une même course avait plus de saveur que par la suite être championne du monde. Allez savoir pourquoi. Ou alors peut-être qu'elle a compris que ce jour-là, qu'elle allait être championne du monde à partir du moment où elle avait... En tout cas, c'est la course, le déclic. Son palmarès, il y a quelque chose il y a un regret au moment dans Nza Bédouane, c'est le titre olympique, quoi. C'est celui-là qui manque. On y vient. Donc, parce qu'en fait, suite à son titre en 97, par la suite, elle fait les championnats du monde, la Coupe du Monde, pas les championnats du monde d'athlétisme en 98, en fait, qu'elle va gagner, en pulvérisant le chrono, parce qu'elle est à quelques centièmes seulement du record du monde. Et en fait, il s'agissait de refaire coup double au championnat du monde 99. Et elle arrive deuxième. Et en fait, c'est un tournant et c'est une histoire qui fera date dans sa carrière, parce qu'elle arrive deuxième, en fait, juste derrière la cubaine Pernia, et en fait elles sont départagées au photo finish. Et jusqu'à aujourd'hui, Nza Bédouane est persuadée effectivement d'avoir gagné. Elle garde un cliché chez elle, d'une prise de vue particulière, on la montre première, et c'est ce même cliché qui sera en fait présenté par la délégation marocaine pour déposer une réserve, mais elle n'aboutira pas. Et ça sera quelque chose qui, aujourd'hui encore, restera comme une sorte d'acte manqué pour elle. On se rappelle tous de Aziz Daouda qui proteste. Exactement. C'était sentiment d'injustice. Après, bon, j'ai pas d'opinion. Hein, on est marocain, donc on voudrait bien qu'elle ait gagné. Mais dans quelle mesure, voilà, c'est. Ouais. Donc en fait, c'est 99, donc gros regret pour elle. Et tout comme les regrets aussi, elle en aura en 2000 aux Jeux Olympiques par la suite à Sydney, parce qu'à l'époque, elle détient quand même la meilleure performance mondiale, mais elle va finir que troisième parce qu'elle était quand même handicapée par pas mal de pépins physiques, parce qu'il faut savoir qu'elle avait eu déjà une première opération quelques années auparavant, et à cette époque-là, ça revenait. Donc, c'est à force de travail et d'abnégation, en fait, qu'elle va acquérir ce deuxième titre l'année suivante, qui va marquer un peu l'apogée de sa carrière et suite à laquelle elle va terminer sur une autre glorieuse, qui est donc ses deuxième championnat du monde à Edmonton, où elle termine effectivement en 2001. Donc elle est championne du monde en 97, en 99, il y a le coup de Séville où elle est 6 mètres championne du monde, et 2001. Donc dans son imaginaire à elle a été 3 fois championne du monde. Alors tu es passé rapidement sur les blessures, mais on va quand même dire qu'elle s'est rompu les 2 ligaments du tendon d'Achille. Oui, mais ça c'était effectivement dans ton début de carrière. Oui, mais ça c'est énorme, parce que ça m'est arrivé une fois, ça fait très mal, ça fait très 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 mal, et le fait de... C'est vrai que... Je suis resté un an à Poitiers. C'est vrai ce que tu dis, parce que on entend souvent, tel joueur c'est rompu machin, celui-là il a eu telle blessure, telle opération, et ça nous paraît tout à fait normal, mais le jour que ça nous arrive, on se dit non mais il a recouru après ça lui. Non, mais surtout pour des sports comme l'athlétisme où tu es loin comme ça des projecteurs, les Marocains te voient tous les étés.
quand tu passes comme ça 6 mois, 4 mois entre la rééducation, les opérations, etc., et le fait qu'elle soit relevée après ces 2 opérations et 2 pieds, enfin c'est une performance en tout cas morale pour moi. Hein. C'est une performance morale, effectivement, pour elle aussi, je suppose. Oui, effectivement, pour elle. Dans mes yeux, voilà. parce que je dis, ça m'est arrivé. Voilà, on sait de quoi on parle. Et technique aussi, parce que même, quand elle termine sa carrière en 2001, elle est considérée, avec ses 2 titres de champion du monde, voire 3, donc avec Séville, comme la plus grande spécialiste de l'époque de la discipline. Et quand on parle de spécialiste, c'est même au niveau technique, parce que bon, on va estimer par la suite qu'elle était considérée en fait comme celle qui répartissait mieux les forces autour de la distance. Les foulées. Effectivement. Donc c'était un vrai travail technique. C'était pas juste, voilà, c'était au fait, il y avait beaucoup d'entraînement, mais il y avait une véritable connaissance aussi de cette discipline. Donc par la suite, après les prix, c'est là en fait où les prix vont commencer à tomber. Parce que bon, le journal britannique The Time, qui est quand même relativement crédible à ce niveau-là, va la classer parmi les 100 meilleurs athlètes des championnats du monde. Et l'année d'après, elle est retenue parmi les meilleurs athlètes de l'histoire d'Afrique. Donc en fait, elle est reconnue, elle fait son entrée en fait dans le Hall of Fame de l'athlétisme mondial, ce qui n'est pas rien. Par la suite, en fait, quand elle prend sa retraite, elle va créer une association dans laquelle elle œuvre aujourd'hui encore, qui s'appelle Femmes, Réalisation et Valeurs, où il sera question, comme l'association le dit si bien, de sensibiliser les femmes et les pousser à la pratique sportive, mais pas seulement. C'est de pratiquer, de promouvoir l'athlétisme aussi auprès des jeunes, parce que bon, comme elle le dit si bien, elle estime en fait que le sport, c'est un vecteur de développement social. Donc comme elle a si bien réussi, parce qu'elle vient quand même d'une famille relativement pauvre dans le quartier où elle est née à Rabat, donc elle estime que si elle a réussi, d'autres également peuvent réussir. Voilà pour Nza Bidouane, une carrière relativement courte. C'est pas énorme en fait, c'est 5-6 ans, émaillé de blessures effectivement. On va dire elle est 6 ans bien pleines, au cours desquels elle va quand même tout rafler au niveau local, arabe, africain, méditerranéen, mais également mondial. Le seul regret éventuellement, c'est peut-être les JO, parce que ce qu'on retient de pas mal de grandes stars, c'est briller aux JO. Elle n'a pas pu, pas à cause de pépins physiques, mais au niveau à tout le reste, on peut aujourd'hui légitimement parler de grande dame de l'athlétisme marocain et mondial. On peut parler de grande dame du Maroc, hein, carrément. Oui, parce que Nza Bidouane, moi j'ai suivi Nawal Moutawakil comme tout le monde à l'époque, on était réveillés à je sais quelle heure pour la voir. Mais Nza Bidouane, ce qui était génial, c'est qu'elle nous a donné un titre mondial. 2. Non. Un d'abord, ouais. Puis elle a, entre guillemets, récidivé. C'est-à-dire elle nous a redonné un deuxième. Et on n'avait pas l'habitude de ça, c'est-à-dire que nous, Nawal Moutawakil, c'était quelque chose d'extraordinaire, mais on l'a plus revu, Nawal, à la vérité, mais c'était tellement extraordinaire ce qu'elle a fait. On l'a revu avec le CIO. Le CIO, voilà. Non, mais il a raison. On n'a pas eu Nawal Moutawakil, c'est la femme d'une course. Mais c'est la première. Mais quelle course? À jamais la première. Jamais la première. Aujourd'hui, Nawal Moutawakil, je parle pas des femmes, je parle des Marocains. Oui, c'est la première. Avant, elle a couru quelques jours avant. Non, on a eu une médaille avant tout le monde. Oui, c'est Radé. Non, Radé. Non. Or. Là, on parle autre chose. C'est-à-dire que, mais quand on parle de Nawal Moutawakil, bien que le sujet aujourd'hui, on parle de Con, c'est Bidouane, Nza Bidouane. Nawal Moutawakil, il faut dire qu'à ce moment-là, franchement, on disait qu'il y avait Oueta, mais il faut dire aussi que Nawal, et ça lui fait pas honneur, je trouve. Son titre a été beaucoup minoré par le fait qu'à l'époque, il y a eu pas mal d'athlètes et de grands athlètes qui n'avaient pas couru cette course. On s'en fout. Sincèrement, on s'en fout. Non, on s'en fout pas parce que non, on s'en fout. Bien sûr que nous on s'en foutait. Mais elle, effectivement, bien sûr qu'on s'en foutait. Elle aurait même pu courir contre des minimes qu'on aurait pris. Il n'y a pas de problème. Mais par la suite, on a quand même beaucoup minoré. Mais je crois qu'il y avait Joyner. Je crois qu'il y avait Joyner quand même, qui était une grande américaine, qui était là. Il y avait tous les athlètes de l'Europe de l'Est à l'époque qui avaient boycotté, qui n'étaient pas là. Mais Nza Bidouane, elle a dominé sa discipline sur 2 championnats du monde. Disons 3 pour lui faire plaisir. Voilà, sur 3 championnats du monde, parce que d'affilée, dans une discipline où tout le monde était là. C'était une discipline qui était rodée. C'était pas le début du 400 mètres et féminin. C'était une discipline qui était disputée et elle a maîtrisé, dominé cette discipline, en survolant ses courses. Oui, voilà. Mais ce que je disais sur Nza Bidouane, c'est que elle a gagné, c'était génial. Puis là, elle est arrivée deuxième. C'était pour nous, mais il faut qu'on se remette dans le contexte. À l'époque, deuxième, mais c'était trop génial. Nous, quand on rentre en finale, c'est génial. Il faut dire la vérité, parce qu'on a quelque part. On voudrait juste les voir. À l'époque, c'était pour nous deuxième, mais deuxième, c'était bon. On était déçus. On attendait, on voyait Daouda crier, mais franchement, ça n'a pas fait scandale parce que déjà, c'est génial. Et puis. 3e fois et elle gagne.
c'est là pour moi, c'est Edmonton. Ça, par contre, c'est- ça, c'est- on c'est- s'en rappelle c'est- aussi. Ouais, voilà, ouais, c'est-à-dire que Et puis il y a un côté aussi extra sportif chez elle, dans ses apparitions publiques, dans son engagement vis-à-vis de l'enfance malade. Je pense que c'est des enfants Non, non, malades. juste l'enfance. L'enfance. La femme. Ouais, non, non, La femme et l'enfance. Non, Ah oui, par la suite, effectivement, il y a plusieurs. Oui, non, en tout cas, Elle est aussi j'avais secrétaire assisté à un générale événement sur les enfants malades. de la Fondation Mohamed VI pour Voilà, les anciens voilà. athlètes. En fait. ouais, mais- Voilà, Mais de c'est- l'enfant. En tout cas, dans le C'est dans le sportif, milieu quoi. social. Mais j'ai en tête un événement où elle était mais impliquée dans. c'est dommage, franchement, pour cette nouvelle génération des jeunes qui aujourd'hui, il faut se dire qu'à l'époque, quand même, on voyait Morocco écrit. Non, mais c'est vrai, Ça fait vrai. plaisir, C'était écrit. Oh, ouais, moi j'attends, je voulais voir que ça. Que voir Morocco et que le. Gad Diel qui est sur Morocco. Morocco. Où tu dis que couloir numéro 6, Neza Bidouane, Maroc. C'est génial. Et elle gagne en plus. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait une fierté pour Mais nous. faut dire qu'à l'époque aussi, je sais pas pour vous, mais cette culture de la gagne, on commençait vraiment à la voir aussi. Avec beaucoup à Weta, donc c'est pour ça que c'est pas qu'on s'est habitué, mais bon voilà. Bah, de toute façon- On a appris à devenir un Mais grand c'est- du monde au niveau, Mais au c'est niveau pour de ça, pour moi, c'est l'athlétisme. une grande dame parce qu'elle a gagné deuxième et puis regagné. Regagné, C'est-à-dire effectivement. qu'elle a, Elle a surmonté sa déception parce qu'en plus elle a perdu avec l'impression d'avoir gagné. Est-ce que je peux vous demander, ce qui peut casser. est-ce que je peux vous demander, dorénavant, quand on parlera d'elle, elle n'a pas fait deuxième, elle a fait première ex aequo. D'accord. Ok, donc elle a fait première ex aequo, puis première encore. Malheureusement, il y avait un chronomètre nouvelle génération. Ouais, S'il y avait c'est ça. l'ancien, on Voilà, serait- peut-être. on serait bien. Et, Validez-vous le statut d'icône de cette Ah dame. ouais, parfaitement. Et moi, je voudrais juste dire que de façon générale, quand on parle de sport, si vous regardez, il faudra faire un jour se pencher sur ce sujet, mais entre 84, j'ai bien regardé, si je mets un intervalle entre 84 et 2002, 2004, on va mettre la finale de la Coupe d'Afrique dedans, en termes de sport, 84-2004, ça fait 20 ans. Nous avons été vernis. On a été vernis Ah, et la sur boxe. beaucoup de sports. Ouais, non, la boxe, boxe. l'athlétisme, le foot, La le tennis, pétanque, la le tennis, la pétanque. Bah, ramène- Champion du monde, Ah, les bah, gars, champion du tu monde. as des gens à nous attends. présenter en pétanque. Oui, bien sûr, il y a Alaoui, Bon, bah, qui est l'entraîneur prépare de ce l'équipe. podcast Oui, et oui, tu viendras la nous parler pétanque, de Alaoui. oui. C'est un pointeur Oui. ou un tireur? Je crois que c'est un milieu. D'accord. Ça Ah, je existe. savais pas que je savais pas que ça existait. Ah, bah, Je savais vous- pas que ça existait. Ben, un milieu, c'est comme un milieu, c'est-à-dire Il il fait tirait et il pointait. Voilà. Ok. Et ce qui est drôle, c'est qu'il était juste là, c'est-à-dire que le terrain, que malheureusement n'existe plus, il s'entraînait tout le temps, l'Alaoui. Mais pour revenir à Nzabidouane et cette époque, comme tu dis, Béni, on était partout. Vélo. Oui. On entendait, Jamais. c'est-à-dire on avait, non, c'est-à-dire qu'on était Glorieux. Bon, On allez. reprend un terme de Redel, la Ligue glorieuse. Glorieux. Glorieux. Trêve de nostalgie. Merci les amis. Et à la semaine prochaine Merci pour un à nouveau toi. podcast Icône. Produit avec le soutien de la MDJS.